Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin, enfin, cette journée, dans des circonstances nouvelles que nous connaissons. En février, Monsef m'a envoyé un mail, un courriel, il faudrait dire, et il m'a dit « Karl, est-ce que tu confirmes ta venue ?» Et je lui ai dit « Évidemment, c'est ce symposium où je devais être là pour comme soutenir ce développement actuel en Tunisie. Je crois savoir que d'autres personnes ont fait d'autres choix. Hier également, j'ai raconté une histoire aux jeunes qui étaient au cours ici. Vous savez, à Lausanne, il y a une place centrale. Et qu'est-ce qui se trouve autour de cette place centrale? Des banques. Et le samedi, il y a toujours des tribunes, il y a des gens qui viennent parler de leurs convictions, etc. Et il y avait là, au coin de la place, une table avec une quinzaine de jeunes qui distribuaient des pâtisseries. D'habitude, je me méfie de ce genre de manifestation, je ne m'approche pas trop. Et là, je me suis approché parce qu'il y avait un drapeau tunisien, et il y avait une quinzaine de jeunes Tunisiens qui étaient là. Ils ne demandaient rien du tout, ils distribuaient des pâtisseries, et ils étaient simplement fiers d'être Tunisiens. Et aujourd'hui, ces paroles qui ont été, ces vers qui ont été écrits au début du siècle passé, dans les années 1920 et quelques, prennent tout leur sens. Je ne vais pas les lire pour vous, mais c'est un Tunisien, un grand poète tunisien, qui a écrit ces vers. Bon, passons au vif du sujet. Quoi de neuf en imagerie oculaire? C'est peut-être pas, tout ce que je vais dire n'est peut-être pas tout à fait neuf, mais en tout cas c'est neuf dans certains pays, où ça le sera encore dans une dizaine d'années, où des pratiques d'imagerie telles que celles que je vais vous exposer n'ont toujours pas été adoptées, et il s'agit là de pays très à l'avance du point de vue économico-social. Avancer sur le front de l'angiographie au Verdun de Saline, on va rapidement passer là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. Ici, nous avons une patiente qui s'est présentée chez un de mes collègues à Zurich avec une hyperfluorescence papillaire, on peut même dire une papillite qui n'a pas trop de répercussions sur le champ visuel, mais aussi un agrandissement. On lui propose une corticothérapie systémique, mais c'est une patiente intelligente. Et elle veut d'abord un deuxième avis avant de subir une corticothérapie à l'aveugle, comme ça aurait été le cas. Voici son angiographie fluorescénique. Ceux qui sont au premier rang vous diront que tout est normal. Voici l'angiographie au Verdun de Saline. Et là, tout n'est pas normal. Et nous découvrons ici, à l'aide de l'angiographie Verdun de Saline, une choroïdite. Et nous complétons les investigations par un test de quantiferon qui revient. C'est juste pour vous montrer les zones hypofluorescentes ici. Un test de quantiferon qui... Est-ce qu'il va arriver ce test? Le voilà. Qui est positif. Donc, nous posons le diagnostic de choroïdite et papillite tuberculeuse.
patiente avec une thérapie antituberculeuse sans corticostéroïdes. Et vous voyez ce qui se passe. Cette hyperfluorescence, cette papillite se résout sans traitement anti-inflammatoire. Les zones de choroïdite ici diminuent sans traitement anti-inflammatoire, sans corticothérapie. Donc, ici, une patiente africaine qui est vue par un de mes collègues ophtalmologues et il envoie la patiente chez un interniste et lui demande de trouver l'étiologie de cette ulite. Déjà, on ne demande jamais ça de cette façon-là à un interniste. L'interniste, qui est de bonne foi, regarde son précis d'ophtalmologie et fait de très nombreux tests. Et un des tests qui revient positif, c'est le test HLA-B27. Ce test n'a absolument aucune signification dans ce cadre, parce que vous voyez ici un précipité rétrodesmétique, granulomateux. Évidemment, le traitement de l'uvite antérieure échoue, et la patiente nous est envoyée. La fluorescine que vous voyez ici montre une hot disc, donc une hyperfluorescence papillaire, et l'ICG nous montre la choroïdite, Mantoux 25 fois 20, je pense, quantiférant positif. Cette patiente a été traitée comme une choroïdite ou une uvite tuberculeuse. Dans la plupart des cas de choroïdite, les signes apparents sur l'angiographie à la fluorescine sont soit nettement moins prononcés que ce qui est visible sur l'ICG, soit minimes, voire même absents. Alors, comment appelle-t-on cet effet? Je pense que depuis l'année passée, tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde sait comment cet effet s'appelle. Il s'agit de... Voilà. Ah, magnifique. L'effet iceberg. Voilà. C'est exactement ce qui se passe en cas de choroïdite stromale. Une bonne partie de la pathologie passe inaperçue. Donc il y a plusieurs types d'iceberg, comme vous savez, et il y a le fameux iceberg choroïdien ici, dont je vous parle aujourd'hui. Ici, nous avons un patient qui a un état hyper fébrile, je crois qu'il est à 41. Il est hospitalisé dans le service de médecine interne et il bénéficie même d'un scan total. Les internistes essaient de trouver d'où vient cet état fébrile. Heureusement, le patient a quelques symptômes visuels et il nous est envoyé. Et voici son fond d'œil, il y a la même chose de l'autre côté. Voici son champ visuel, voici son angiographie fluorescénique. Tout ceci est archi normal. Et ce que l'on voit à l'ICG, voici des zones hypofluorescentes coalescentes de type géographique. Et on peut poser le diagnostic ici de choriocapillaropathie inflammatoire dont on a parlé hier. Ça, c'est l'autre œil. Et évidemment, un seul examen peut vous donner ce qui se passe au niveau de la choroïde. Et à ce moment-là, on parle d'un effet sous-marin. En effet, aucun autre examen d'investigation ne vous montre quoi que ce soit dans cette situation. Aucun signe aux investigations traditionnelles, les lésions évidentes à l'angiographie, ICG, ceci s'appelle un effet iceberg. Pourquoi j'ai pensé à ces analogies? Eh bien parce que je parle maintenant de ces problèmes depuis bientôt 16 ans et demi, et il y a certains pays qui croient devoir se passer d'angiographie ICG. Alors, comment appelle-t-on les catastrophes dues à la non-utilisation de l'ICG? Voici un exemple. C'est une patiente dont les photos sont envoyées par courriel et on me demande mon avis. Alors, on fait le diagnostic facilement. Il s'agit d'une choroïdite multifocale et cette patiente, c'est un œil unique, je précise. Cette patiente est suivie à la photographie du fond d'œil, comme ça, qui est absolument
inutile, si ce n'est de montrer les lésions quand elles sont déjà trop tard. Et à un moment donné, la photo nous montre ceci ici, le Dr. Schatz de San Francisco dirait c'est une dirty gray membrane, donc c'est une membrane neovasculaire, et cette membrane neovasculaire que l'on voit ici, angiographie fluorescénique, on aurait pu éviter sa survenue si on avait suivi cette patiente comme il fallait, à savoir par l'ICG. Et on voit, ceci n'est pas un patient, puisque évidemment on n'a pas eu l'ICG, et on voit que dans les choroïdies multifocales, l'hypoperfusion ou la non-perfusion ou l'ischémie de la choroïde capillaire est énorme, et c'est ce qui explique le haut taux de vaisseaux choroïdiens. Voilà. Des plages aussi étendues de non-perfusion, évidemment, vont stimuler des médiateurs et des vaisseaux vont pousser suite à la libération de ces médiateurs, par exemple BEGF. Alors, les atteintes de la choroïde non mises en évidence en l'absence de mutation de l'angiographie et leurs conséquences, eh bien, ça aboutit à ceci. Ça aboutit au Titanic. Hein. Alors, voilà une représentation de l'iceberg choroïdien. Et nous voyons ici que cette patiente qui a de nombreux foyers choroïdiens qui ne sont pratiquement pas visibles. Oui, on peut les deviner quand on sait qu'ils sont là, mais l'angiographie fluorescénique ne donne absolument aucune indication précise. Voici un cas de qu'on appelle le white dot syndrome. Malheureusement, cette terminologie est entrée dans la littérature ophtalmologique. Et voici sa fluorescéine ici. Et donc, c'est un white dot syndrome, mais ça ne veut absolument rien dire. Et voici un autre cas tout à fait similaire qui a été taxé de white dot syndrome également. Ce qui est de nouveau juste, mais ce cas n'a absolument rien en commun avec le premier cas. Voici le premier cas ici. Il s'agit de ce côté-là, choroïdite stromale, et de l'autre côté, il s'agit d'une atteinte de la choroïde capillaire. Comment pouvons-nous dire cela? Eh bien, en effectuant une ICG, et vous voyez ici les foyers très précis et bien localisés de façon aléatoire dans cette patiente qui a une sarcoïdose, une choroïdite sarcoïdosique. Et vous voyez ici, il s'agit d'une patiente que je vous ai montré avant. L'aspect est tout à fait différent. Il s'agit d'une inflammation de la choroïde capillaire. Alors, on sait, on en a parlé l'année passée, il y a maintenant une nouvelle classification qu'il faut adopter sur la base de la physiopathologie, à savoir les choroïdes capillarites et les choroïdites stromales. Alors la compréhension de ces lésions grâce à l'ICG nous permet de progresser, de savoir ce qui se passe et de prendre en charge le patient en conséquence. Voici la map monde de l'ICG ou de l'absence d'ICG. Et vous voyez ici que la Tunisie est en bonne place. Par contre, il y a un pays qui est en très mauvaise posture, c'est les États-Unis, puisqu'il se fait pratiquement aucun ICG aux États-Unis, sauf ici, à Manhattan. Et nous voyons ici qu'il y a 2 centres qui pratiquent l'ICG là. Elles sont dirigées par la même personne, à savoir Yanouzi. Et si vous allez 40 ou 50 blocs plus au nord, ici, déjà, on ne pratique plus l'ICG. Par contre, il y a un pays comme la Tunisie qui pratique beaucoup l'ICG, c'est l'Italie. Et vous voyez ici Lausanne, qui est aussi un centre qui pratique l'ICG. Alors, il y a 3 ans, j'étais invité avec mon chef, j'étais aussi au Subspecialty Day à l'Académie, c'est ça, hein? Mon chef. Oui. Et ces gens se permettent de parler du NEWS, de la PPPE, etc., sans jamais, une fois, dans notre 5 conférences, là, ou 4 conférences,